largement passé, donc on va pouvoir commencer. Écoutez, donc, je voudrais vous dire que toute l'équipe du CLE de la Vendée est particulièrement heureuse de vous accueillir pour cet après-midi de débat, de conférence, et ça va se prolonger ce soir à partir de 20h30 par un ciné-débat. Donc, un après-midi dédié à l'agriculture urbaine, à la ville nourricière, et nous nous poserons la question, bien sûr, est-ce un mythe ou une réalité? Et je voudrais tout de suite, d'emblée, remercier Gaëtan de la Forge, qui a mis sur pied cet après-midi, qui a su contacter tous les intervenants, et notamment une personne que vous découvrirez tout à l'heure. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Voilà. Alors, écoutez, après les jardins familiaux du XIXe siècle, apparus dans les cités-jardins, les jardins familiaux et les jardins partagés font leur apparition aussi bien en ville que dans nos bourgs. La nature en ville reprend ses droits sur des terres nourricières. De nombreux jardins familiaux ont fait leur apparition en Vendée. Souvent, ce sont des anciens jardins potagers avec des puits ou bien des zones naturelles à proximité d'un cours d'eau. Ceux de la vallée de Lyon, à La Roche-sur-Yon, jouent un rôle de lien social indéniable. Je pense que cet après-midi, vous entendrez beaucoup parler de lien social, c'est très très important. Donc jouent un rôle de lien social indéniable pour leur utilité vivrière et de partage de connaissances. Un petit peu partout en Vendée également, il y a des balades comestibles qui se mettent en place avec libre service des légumes et des fruits. La commune de Saint-Jean-de-Mont et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie vont témoigner à ce sujet. Le mouvement participatif citoyen et solidaire, les incroyables comestibles, qui est né en Angleterre, à Tottenham, fait des émules en Vendée, en France, mais aussi, en fin de compte, sur toute la planète. C'est devenu un phénomène mondial. Nous aurons donc l'intervention du collectif des incroyables comestibles, de l'incroyable jardin de M. Torterue, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, créé depuis 1 an, tout près, dans les Pâques, disons. Originaires d'Angleterre, les incroyables comestibles, en anglais Incredible Eatable, sont un mouvement participatif, mon Dieu, citoyen, de bien commun, mondial, autonome, totalement apolitique, au sens partisan du terme, et non marchand. Un mouvement humain, éthique, solidaire, qui reconnaît l'unité de la vie et du genre humain et co-responsable de tout. Il est animé par l'idéal de nourrir l'humanité de façon saine pour l'homme et pour la planète, localement, en suffisance, dans la joie et la dignité de chacun. C'est une citation tirée donc du livre Les incroyables comestibles et rédigée par les inventeurs, on va dire, des Incredible Eatable. Alors, cet après-midi, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir M. Jean-Michel Herbillon, qui est ici devant, vice-président, cofondateur et coordinateur national des Incroyables Comestibles France, et qui nous vient spécialement d'Alsace. C'est gentil d'avoir quitté les beaux marchés de Noël d'Alsace pour notre région côtière. Il évoquera le rôle de l'association nationale qui fait la promotion des villes nourricières auprès de plus de 500 communes en France. L'association nationale assure l'animation et la coordination du réseau, l'appui technique, pédagogique et financier au mouvement, au développement du mouvement, assure sa communication et sa représentation, ainsi que la protection de la marque en France.
L'association met aussi en place la démarche labellisée Villes et villages comestibles de France, territoire citoyen d'autosuffisance alimentaire. En Vendée, aucune commune ne bénéficie de ce label à ce jour, et j'espère que cela va changer. Albi est devenue la première ville de France à se mettre en mouvement vers l'autosuffisance alimentaire. D'autres villes suivent et la transition alimentaire a émergé comme une problématique fondamentale de nos territoires. Promouvoir la nature locale promouvoir la nourriture locale de l'agriculture urbaine est un véritable enjeu de société aujourd'hui, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. La densité urbaine et le renouvellement urbain devraient trouver un juste équilibre pour respecter les terres arables au cœur de ville, même dans des communes dites moyennes. Par volonté politique, les trames vertes et bleues peuvent devenir des trames nourricières pour tous, support de lien social, valorisant l'autosuffisance des territoires. Voilà. Donc je vous invite maintenant à écouter les intervenants, le conférencier, et donc vous allez vous poser la question, la ville nourricière, est-ce un mythe ou est-ce une réalité? Je vous remercie. Donc nous sommes contents d'accueillir les premiers témoins. Donc en fait Saint-Jean-de-Mont, la ville de Saint-Jean-de-Mont, Marc Chevalier, responsable des espaces verts, et puis Marc-Henri Doyon, commercial à la Cagève, à la pépinière Végétale 85. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. On va laisser comme ça. Voilà. Donc la première diapositive, pour vous situer un petit peu une partie de Saint-Jean-de-Mont dans ces lotissements, où on peut apercevoir une strate verte entre les maisons, ce qui a été prévu dans l'urbanisme, et ça c'est important dans une commune de pouvoir prévoir toutes ces coulées vertes. Par la suite, pour faire les aménagements et les liaisons entre tous nos petits espaces verts, voilà, c'est important de pouvoir le prévoir à l'avance. On a pu avoir cette partie-là réalisée donc, il y a quelques années, et on s'est servi de toutes ces liaisons pour pouvoir commencer un petit aménagement par des plantations justement de petits fruits et parfois quelques légumes. Donc on va pouvoir voir ça par la suite. Voilà la première diapo concernant le jardin des délices. C'est un espace qui a été créé dans un petit parc qui était en gestion classe, en code 4 dans la gestion différenciée pour ceux qui sont un peu au courant des différents codes de gestion. Et on a pu rapporter ce petit espace afin de pouvoir rassembler des gens dans un endroit pour créer du repos, du contact entre les générations, etc., etc. Donc on a toujours travaillé dans un espace existant qu'on a simplement aménagé. On peut voir sur la gauche ici des bacs qui ont été faits en poutres de bois de notre ancienne estacade, pour ne pas la citer à Saint-Jean-de-Mont. Donc des poutres qu'on a pu recycler, réutiliser, et dans un espace existant. Donc, tout ça est existant. On a raménagé, rapporté du treillage béton, tout simplement, pour faire grimper des lianes, enfin des fruits à lianes, entre autres des kiwis.
Donc les plantations ont été appuyées sur des arbustes et des vivaces, parce que je pense que c'est important. Alors c'est mon avis et maintenant c'est que mon simple avis. Je pense que c'est important de pouvoir les associer avec de l'existant, pour qu'on ne puisse pas, dans le temps, créer des cheminements entièrement faits de petits fruits ou d'arbustes fruitiers. Je pense qu'il faut les associer avec de l'ornement, pour qu'il y ait un plaisir non seulement gustatif, mais aussi un plaisir des yeux. Un coup poussé, voilà, donc c'est la même photo mais avec les légumes et les petits fruits développés, donc c'est simplement 6 mois après pour les légumes et 1 an pour les petits fruits. Donc on voit ça commence à prendre de la hauteur et on peut en plus s'apercevoir qu'il y avait des arbres existants, entre autres des mûriers platanes, qui créent aussi de l'ombre. Pour les cheminements, c'est important pour pouvoir se promener. Donc il faut bien choisir les endroits, les sites à végétaliser. Alors, des légumes saisonniers sont plantés au printemps et jusqu'à l'automne, parce que les légumes sont récoltés par les passants, par les gens des lotissements. Donc ces légumes, on est obligé de les suivre, parce qu'ils sont récoltés, tout simplement. Et sont mélangés aussi avec des légumes vivaces, qui restent à longueur de temps. Les condiments, voilà, la rhubarbe, la ciboulette, les poireaux perpétuels, les oignons rocamboles, etc. Et donc tous ces petits fruits vivaces. Alors une petite contrainte, l'arrosage. Alors on a prévu un arrosage maîtrisé au goutte à goutte, parce que les petits légumes sont plus, pas les vivaces, mais les petits légumes annuels, on va dire, sont plus consommateurs en eau que les légumes vivaces ou les petits arbustes à fruits. Donc on est obligé de gérer quand même un minimum d'apport d'eau. Voilà, l'ensemble est appuyé sur des végétaux ornementaux existants. Alors, naturellement, des amendements ont été réalisés au pied dans les bacs pour pouvoir améliorer notre sol, parce que le sol existant devait être amélioré pour les légumes uniquement. Les petits fruits ne sont pas très sensibles. Par contre, les légumes, voilà, il nous faut un minimum de matière organique au moins, sans apport d'engrais par contre. Pas d'engrais, ça c'est complètement sans engrais. On arrive au bout de ce petit espace et on tombe dans la partie repos. Donc c'était dans un parc Code 4 où simplement on a enlevé la pelouse et on a commencé à construire des bacs en bois avec du bois qu'on a récupéré lors d'un aménagement il y a 3-4 ans. On a dû tomber des vieux cyprès, on a fait déliter des planches dans ces cyprès qu'on réutilise ici par des bancs, des petits manches debout, des tables et on commence aussi avec de la pergola en fer béton, tout simplement. Donc le but de cette petite partie-là, c'était vraiment d'apporter dans ce lotissement du repos, de l'échange, et que les diverses générations puissent vraiment apporter des expériences de chacun. Plantations d'arbres et d'arbustes fruitiers ont été faits autour. Alors, il faut faire attention lorsqu'on veut associer des arbres aux légumes, parce que les arbres sont très consommateurs de matière organique et d'engrais, et si on n'isole pas les racines de ces arbres, ils vont vite coloniser la partie réservée aux légumes. Et on se retrouve avec un chevelu racinaire très important dans les bacs à légumes. Donc, il faut faire attention, il faut au moins isoler avec des géotextiles, type stop racines, etc., pour éviter que ces racines viennent prendre la place des racines de nos légumes. Donc voilà une photo lorsque ça commence à pousser, donc des tomates, enfin bon, tout ce qui est commun, avec quelques fruitiers un peu, je vais dire, à connotation exotique, mais Marc-Henri va nous parler de ça tout de suite. Donc, les légumes et les fruits sont vraiment à disposition immédiate. Voilà, donc la communication, on n'a fait aucune communication à ce sujet-là. On a planté et ensuite on a vu comment ça se passait.
On ne voulait pas communiquer parce qu'on ne voulait pas que tout le monde vienne et, entre guillemets, saccager ou prélever systématiquement tout. Donc on a laissé faire. Et c'est du bouche à oreille qui est arrivé en disant « Ah oui, tiens, il y a ça ». Et les gens sont venus et ont respecté les lieux. On n'a que 2 ans de recul. Donc pour l'instant, ça fonctionne pas mal. Juste voilà, hein, la communication, c'est juste le petit panneau qui explique, qui nomme le petit jardin, et il y a eu simplement un petit communiqué de presse à ce sujet-là, pour cette partie-là. Et dans le secteur, il y a des personnes qui sont venues spontanément se proposer d'entretenir l'espace. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 2. Mais ça nous allait bien parce que entretenir, surveiller, ils nous ont demandé un petit composteur pour pouvoir mettre les adventices au composteur, donc ça c'était très bien. Ça s'est pas trop mal passé. Bon, certains jeunes sont arrivés et ont laissé quelques déchets, de verre entre autres. Donc on n'a pas mis de poubelle, hein, on ne veut pas mettre de poubelle parce qu'on veut que ça s'auto-régule. Hein, voilà, donc, mais les gens qui ont pris en main l'entretien ramassaient aussi le verre, donc ça nous allait bien, quoi. Deuxième espace, alors complètement à l'opposé, côté mer, Saint-Jean-de-Mont, qui revient un petit peu, cet espace revient un petit peu dans le bourg, donc toujours le long de cheminement. Donc là, on a fait travailler en amont les scolaires. Donc on a apporté des bacs, alors 2 choses, on a apporté des bacs et on a planté aussi en pleine terre. Et le résultat est différent. On a sollicité des enfants, donc les instituteurs, parce que c'est difficile de les faire travailler. Pourquoi? Parce qu'ils ont des projets d'école, et donc il faut tomber sur les instituteurs qui ont un projet d'école qui va dans ce sens-là. Et donc on a eu de la chance, donc ça s'est fait. Donc les enfants ont planté, et ce qui est important de faire participer les enfants, c'est que par la suite, ils viennent observer leur plantation, ils viennent voir comment ça se passe, ils viennent goûter, ils sont très contents. Et en parallèle de ça, on a eu un message de communication sur comment planter, sur les fruits, les petits fruits, mais de l'écologie. On a parlé du sol. Qu'est-ce qu'il y avait dans le sol, toute la vie microbienne du sol, et que tout venait du sol, et en respectant cette biodiversité du sol, on pouvait avoir des beaux végétaux par la suite, etc., etc. Donc il y a eu toute une communication à ce sujet-là. Donc bac et pleine terre, l'ensemble est arrosé au goutte à goutte et automatisé. Là aussi, avec quand même des problématiques de garder des essences pérennes, type petit arbuste, au pied de légumes. Parce que l'hiver, mis à part les légumes perpétuels, on n'a pas grand-chose d'autre. Donc on garde que les petits fruits qui sont des arbustes, mais ces arbustes-là vont vite prendre de la place. Donc il va falloir les gérer en les taillant pour laisser la place aux légumes de printemps qui vont arriver, etc. Donc il y a vraiment une gestion. Et entre les deux, comme on a des bacs qui sont creux, l'hiver, enfin un peu vides, on a planté des bulbes. Donc ça n'a rien à voir avec le comestible, mais au printemps, on aura de la fleur, et la fleur va disparaître par l'arrachage au printemps, et les légumes vont prendre la place. Donc c'est une histoire un peu de pérenniser du végétal durant les périodes creuses d'hiver et début de printemps. Donc voilà un coup poussé ce que ça peut donner. Donc du bac que l'on a fait en régie, hein, tant qu'à faire, on a fait des bacs avec une petite décoration avec des bois flottés, on a mis des bancs dessus, donc on peut s'asseoir au pied de ces bacs, et puis en parallèle, ça crée une décoration sur l'espace piétonnier qui traverse et qui rejoint les marchés couverts, entre autres. Avec de la pleine terre, on a laissé courir des curcubitacées qui viennent se développer sur la partie sauvage du jardin, qui est aussi en classe 4 dans les codes d'entretien, c'est-à-dire peu d'intervention. Alors, ce jardin est entouré d'immeubles, de résidences, 2 ou 3 étages, et là, c'était très très surveillé. Il y avait surtout l'été, des personnes qui venaient, des jeunes, qui venaient un petit peu dégrader, et là, on avait une police locale, donc les gens descendaient et protégeaient leur espace. Donc ça, c'est vraiment important, hein, les gens s'approprient vraiment cet espace-là. Et notre crainte était qu'ils viennent prélever les légumes avant qu'ils soient à maturité, et en fin de compte, ça s'est bien passé.
on avait eu une mauvaise expérience il y a une quinzaine d'années, où on a essayé de planter des arbres fruitiers, et on a vite abandonné le projet parce que les gens venaient tirer sur les branches pour prendre les fruits avant même qu'ils soient mûrs. Ils nous cassaient, ils nous dégradaient les végétaux, donc on a arrêté. Maintenant, c'est-à-dire il y a 15 ans après, on s'aperçoit que c'est moins vrai. Et on travaille aussi avec des essences qui sont plus à proximité du passant pour pouvoir prélever les fruits. Marc-Henri nous en parlera tout à l'heure. Donc pas d'informations, que du bouche à oreille là aussi. Et les gens nous demandent, vous nous mettez quoi l'année prochaine? Donc voilà, il y a vraiment, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment un lien qui est important. Et la population s'intéresse vraiment à ce que l'on fait. D'habitude, les espaces verts, on va fleurir, on va, bon, très bien, ils voient, mais là, ils nous demandent qu'est-ce que vous allez nous mettre l'année prochaine. Donc ça, c'est quand même voilà, un lien privilégié avec la population. Donc voilà, simplement. Quelques inconvénients quand même, c'est qu'on est parti pour développer ça dans tous nos petits espaces voilà, qui relient les petits espaces verts. On n'a pas de grand parc à Saint-Jean, c'est que des petits morceaux un peu partout. Mais on a un maillage vert, donc c'est bien. Donc on va planter ces petits fruits pour que ça soit un chemin, voilà, les gens suivent ce chemin pour prélever. Mais la problématique, c'est que si ça rentre bien dans les mœurs, il va falloir faire attention à ce que l'on a autour comme essence. Parce que l'ornement, on associe toujours à l'ornement, mais dans l'ornement, on peut avoir des fruits qui peuvent être toxiques. Donc, quand l'habitude sera de prélever, goûter, voilà, il faudra faire attention de supprimer les végétaux s'il y a des problèmes de toxicité végétale. Donc ça peut être quand même un inconvénient qu'il faut prendre en compte. Donc voilà. Bonjour à tous, je dirige la pépinière Végétal 85 située à la Chaise-le-Vicomte. En quelques mots, nous produisons 300 000 plantes par an, historiquement des végétaux d'ornement, et puis depuis quelques temps, notamment parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, on produit beaucoup de choses rares, nouvelles ou originales, et notamment dans le domaine du comestible. Alors donc effectivement, on a déposé une marque qui s'appelle Le Paysage à Croquer. Enfin, je pensais au début l'appeler Miam c'est beau, mais ça résume un peu le concept, c'est pourquoi continuer à planter dans nos villes des choses qui sont juste belles et pas des choses qui sont belles et bonnes. C'est un petit peu le concept. Vous avez derrière sur la table des plaquettes qui présentent les différentes plantes qu'on peut utiliser dans cette gamme, le paysage à croquer. Donc quelques petits mots quand même pour présenter la pépinière. Quelque chose qui est important de souligner, c'est qu'on est la seule pépinière au statut SCOP, c'est-à-dire qu'elle appartient à tous les salariés, et qu'on a une production qui est respectueuse de l'environnement, notamment, je dirais, parce qu'on a arrêté les désherbants il y a plusieurs années, et on sera labellisé partiellement en agriculture biologique, notamment sur les choses comestibles, en 2019. Alors donc les avantages de cette gamme paysage à croquer, ils sont très nombreux, sont dans l'ordre, donc effectivement réintroduire la biodiversité en ville. C'est vrai que quand on fait des alignements de Pittosporum ou de choses qui sont persistantes mais qui ont très peu de floraison, effectivement on va pas nourrir ni les oiseaux ni les insectes. Donc dans ces plantes comestibles, il y a tout un tas d'intérêts qui peuvent en être retirés. Joindre l'agréable à l'utile, effectivement, c'est un peu le concept Miam c'est beau, hein, c'est qu'effectivement ça peut être beau et puis en plus amener des choses comestibles. Marc l'a tout à fait souligné tout à l'heure, donc créer un sentiment d'appartenance au territoire. C'est vrai que quand vous avez juste une haie qui plus ou moins sert à rien, qui est là, j'irai juste pour occuper l'espace, les gens ne vont pas aller l'entretenir, en prendre soin, éviter de jeter des déchets, alors qu'effectivement, s'ils en retirent un bénéfice, on peut penser qu'ils vont s'associer dans une certaine mesure à l'action des collectivités. Et puis, favoriser le lien social, c'est qu'effectivement, on peut se dire, bah, tiens, dans un lotissement, j'en sais rien, moi, au printemps, on se donne tous rendez-vous pour ramasser je sais pas quoi, les framboises ou quoi d'autre. Alors, dans cette gamme de plantes, effectivement, on peut mettre des pommiers et des poiriers. Bon, c'est pas forcément des incroyables comestibles, c'est des comestibles qu'on connaît. Ils font partie des choses qu'on peut mettre en ville
sous réserve effectivement qu'ils ne soient pas dégradés, parce qu'il faut faire le bon choix, notamment sur les fruitiers traditionnels du porte-greffe, parce qu'un pommier qui fait 5 mètres d'eau, ça va être compliqué d'aller ramasser les pommes si les gens n'ont pas d'escabeau. Donc ici, je vais surtout vous parler des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui vont être dans cette dynamique de décoratif et délicieux. Donc à chaque fois, j'ai mis un petit adjectif parce que je trouvais ça un peu sympa. Donc la première typologie de produit, c'est les incroyables. Alors les incroyables, par exemple, vous en aurez derrière, vous pourrez manger des mandarines qu'on a ramassées ce matin à la chaise Le Vicomte en extérieur, c'est-à-dire qu'ils sont dehors. Comme on cultive des pommiers, on cultive des mandarines à la chaise Le Vicomte. Il n'y a jamais de protection, rien du tout, ça existe et c'est facile. Donc il s'agit d'agrumes d'extérieur, c'est persistant, donc c'est décoratif toute l'année, c'est parfumé, ça résiste au froid, et puis c'est important de porter une attention particulière sur le porte-greffe. C'est vrai que le porte-greffe, on ne le voit pas, mais c'est ça qui va conférer à la plante sa résistance au froid. Alors là, hop là, ah c'est un peu... Voilà. Là, par exemple, un mandarinier, donc ça, cet arbre-là, c'est l'arbre qui a fait les fruits qui sont dans la cagette de droite, là, les mandarines. Sur un arbre, on a ramassé, je dirais, une quinzaine de kilos de fruits que vous pourrez manger. Ils sont dehors, à la chaise de Vicomte. On n'a jamais mis un voile d'hivernage. Dans le cahier des charges des plantes qui vont être destinées à la gamme paysage à croquer, il y a plusieurs choses. Un, il faut que ce soit facile. C'est-à-dire que les agents d'espace vert, on ne peut pas leur demander d'aller mettre des voiles d'hivernage pour protéger les plantes. On ne peut pas leur demander d'aller faire des tailles fruitières compliquées. Il faut que ce soit facilement accessible, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, si c'est à 5 mètres de haut, il y aura des dégradations. Il faut que ce soit également résistant aux maladies. Si c'est quelque chose qui doit être traité, forcément, il n'y aura pas d'avenir. Donc c'est vraiment, il y a un filtre assez sévère au niveau, du choix des végétaux qui peuvent intégrer cette gamme de plantes. Alors les originales, par exemple l'Asie minier ou mangue du Nord. Donc imaginez une mangue, c'est gros, ça fait 300-400 grammes, ça résiste à moins 25 degrés et ça donne des fruits chez nous, aussi bien à Strasbourg qu'en Vendée. Donc une hauteur de 2-3 mètres, rusticité, donc je l'ai dit, moins 25, moins 30, un goût pas seulement bon, c'est tout simplement excellent, c'est vraiment exceptionnel. Et puis un feuillage exotique, là on est dans le décoratif et délicieux, vraiment un look tropical. Quand c'est en feuillage, une grosse fleur violette assez sympa. Et puis quand c'est en feuillage d'automne, c'est tout doré, c'est vraiment magnifique. On a donc des variétés auto-fertiles. Et puis on a déposé une marque sur une variété qu'on a en exclusivité pour toute l'Europe, qui s'appelle Kentucky Champion. C'est une variété qui est auto-fertile et qui a besoin de très peu de chaleur, c'est-à-dire qu'on garantit une mise à fruit sur toute la France, même en région Bretagne ou même dans le sud de l'Angleterre. C'est compliqué. Donc la fleur, l'arbre, là, ça c'est un arbre qu'on a à la pépinière qui a 7-8 ans, et puis une vue du fruit coupée en deux, vous voyez une chair très très crémeuse, un goût mélangé de mangue et de banane. Il n'y a pas de ravageur du tout sur cette plante-là. Alors le nourricier, donc ça c'est pareil une plante qu'on a déposée qui s'appelle le cerisier Cheribou. C'est le premier cerisier compact, c'est-à-dire qu'adulte, il va faire 2 mètres de haut, auto-fertile, extrêmement résistant au froid, et puis une rapidité de mise à fruit extrêmement intéressante, puisque dès la 2e année, on peut avoir des fruits. Donc ça, c'est une plante qui a sa place en ville, puisqu'on peut le tailler en haie, et effectivement, plutôt que de mettre des choses qui servent à rien, ben là on peut faire une petite haie de cerisier Cheribou, qui va faire une jolie floraison blanche, des fruits durant l'été. Les fruits en plus ont la caractéristique de pouvoir se conserver très longtemps sur la plante. Ils peuvent rester 2 à 3 semaines sur la plante sans tomber, et du coup c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce qu'on peut venir picorer. C'est vrai que dans le paysage nourricier, il y a soit vraiment ce qui va être dans la typologie je ramasse, je fais des confitures, des conserves, puis après il y a aussi je picore en passant, j'emmène mes enfants à l'école, je vais manger 3 cerises et puis je m'en vais. Voilà, là c'est ce qu'on voit, donc là c'est un plan qui a 2 ans, à gauche dans le pot, là, sur ma terrasse, vous voyez, il y a déjà des cerises dessus. Et puis la floraison blanche très très généreuse au printemps. Ludique, alors ludique, le fuchsia. Le fuchsia, c'est vrai que tout le monde connaît le fuchsia, par contre très peu de gens savent que le fuchsia, certains fuchsias font des fruits comestibles, et en plus des bons fruits. C'est-à-dire que là on a un goût un petit peu de fruits des bois, ça ressemble à une mûre.
sur une plante qui a vraiment un grand intérêt. C'est un fuchsia extrêmement vigoureux. Ceux qui sont déjà venus à la pépinière, on en a un qui doit faire 3-4 mètres de haut à l'entrée de la pépinière. Il est résistant à la gale du fuchsia, c'est un nouveau ravageur sur le fuchsia, mais celui-là est résistant. C'est le plus résistant au froid de tous les fuchsias. On est sur une rusticité du domaine de -15, auto-fertile, il produit dès la 2e année, et puis en plus d'avoir des fruits qui se picorent, il fleurit de juin au gelée. Nous actuellement, il y a encore des fleurs sur notre fuchsia à la pépinière. Donc c'est vraiment, là, je dirais que c'est vraiment une plante emblématique du décoratif et délicieux. Vous voyez, ça c'est à gauche, là vous avez la porte d'entrée, donc vous voyez un peu la taille du fuchsia. On n'y fait rien, et puis vous avez vraiment une profusion de fruits qu'on peut picorer en passant. Hop là. Voilà, donc je vous invite à la sortie, vous pourrez déguster quelques mandarines. Donc c'est ramassé à la chaise. Et puis des yuzu également, on produit du yuzu. Ça c'est vraiment un fruit assez exceptionnel par la saveur de ce qu'on peut faire avec des confitures, de la cuisine. Voilà, c'est vraiment sympa. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va partir sur une démarche, encore une fois en pleine rue, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'esquisse que vous avez là, en fait, c'est rare d'avoir des projets qui partent par un dessin, mais celui-là, il est parti par un dessin. C'est pour ça que j'ai tenu effectivement à présenter l'esquisse des incroyables comestibles Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc version humaine, on verra après la version associative, enfin, non, la version collective. Exactement. Comment c'est parti? Eh bien, c'est parti d'un petit projet politique qui, effectivement, avait pour but déjà le zéro phyto. C'était l'objectif. On voulait absolument enfoncer le clou au niveau du zéro phyto vis-à-vis de la population. Il s'agit des zéro phyto depuis 2011. Néanmoins, on avait toujours les fameux courriers qui arrivaient, qui font toujours plaisir. Donc on voulait mettre en place une action qui attire un peu l'œil et qui puisse montrer, regardez, à un moment, on arrive à faire des choses quand même plutôt sympas, qui sortent de l'ordinaire, sans chimique. Et pourquoi pas, dès 2019, pour les particuliers, vous pouvez faire pareil, parce qu'on en a profité pour faire un rappel à la réglementation. On n'a pas fait que ça, on a voulu greffer d'autres particularités sur le projet, notamment des animations, travailler les liens sociaux, et une notion qui nous est chère aussi, c'est la réappropriation de l'espace public. C'est-à-dire qu'on trouvait que nos chers concitoyens étaient très en attente d'un entretien, d'une prestation, il faut dire les choses comme elles sont, d'une prestation de la mairie. Or, l'espace public est à tout le monde et à un moment, il faut le rappeler. Ça aboutit sur la dernière phrase, une balade gustative et olfactive. Donc, comment on en est arrivé là? On a déjà réfléchi le projet, mairie, association et une entreprise qui s'appelle La Bricoterie. C'est une personne qui est spécialisée dans le recyclage et le détournement d'objets. Donc elle fait des choses plutôt sympas avec tous les publics. Et on s'est mis autour d'une table, autour du dessin qu'on a montré juste avant, parce qu'on avait demandé à une dessinatrice de travailler sur l'idée de base. Et on a commencé à faire une espèce de plaquette commerciale. Il fallait qu'on arrive à vendre notre projet. À partir de cette plaquette commerciale, entre guillemets, on a créé un groupe de travail ou comité de pilotage, peu importe comment on peut l'appeler, qui était constitué de la commune, des associations environnementales locales, on en a deux, l'association Vie et le CPNS, le CAE de la Vendée bien entendu, Gaëtan était là pour nous épauler, le CCAS, qui était pour nous essentiel pour assurer le lien social au travers de la commune, la bricoterie dont j'ai parlé juste avant, et la mission locale, qui pouvait être intéressée aussi par notre démarche. Ensuite, on a été chercher des financements. Ben oui, forcément, il y a un moment, il faut aborder la question. Hein. Donc là, pour le coup, le financement, en fait, a été trouvé au travers du CRBV, donc Contrat Régional de Bassin-Versant, qui nous permettait effectivement d'avoir un petit financement sur le projet. Et bien après, c'est parti. C'est parti, et on a commencé à s'intéresser au dur du problème, à savoir où est-ce qu'on allait faire tout ça, un lieu de conception, un lieu de stockage, de quoi on allait avoir besoin, donc du matériel de recyclage, de la récupération de végétaux à planter. Au passage, effectivement, au niveau des végétaux à planter, c'est beaucoup les associations, et complété bien sûr par les services de la mairie, voilà, c'est associations et mairies qui ont fourni les plans. Matériel, on a la chance d'avoir l'entreprise Beneteau
qui fait une quantité de chutes de bois à l'année phénoménale, qui les envoie au recyclage. Là, on leur a demandé de nous mettre quelques palettes de côté, et ils ont été plutôt enchantés par l'idée. Donc on a eu cette chance-là. Des besoins, donc effectivement, de temps, besoin des habitants pour le suivi du projet, besoin des bénévoles pour la conception et l'installation. On va approfondir ce point-là. L'idée, c'était de travailler avec la bricoterie pour la conception des bacs. Les bacs, il y en avait avec des fonds, sans fond, donc on faisait du hors-sol et du plein terre. L'idée, c'était de pouvoir s'appuyer sur des éléments. Donc là, on voit effectivement, il n'y a toujours pas de bac sur la photo qui est là. Parce qu'en fait, ici, effectivement, on a positionné un bac autour de l'arbre, en protégeant l'arbre, en lui laissant largement de quoi vivre, bien entendu. Mais l'idée, c'était d'aller vraiment sur des espaces où les gens avaient un accès extrêmement facile. On était en pleine vue. Là, c'est la place de la gare, c'est la place de l'office de tourisme, pour ceux qui connaissent Saint-Gilles, il n'y a pas plus exposé. On a travaillé avec qui? On a travaillé avec donc, des personnes du CCAS. Entre guillemets, ça a permis à quelques personnes de se remettre un peu le pied à l'étrier, de prendre un outil, d'aller faire quelque chose de leurs mains, entre guillemets, et ça leur a fait beaucoup de bien, d'après ce qu'ils nous ont dit après. On a travaillé avec le CMJ, le Conseil municipal des jeunes. Donc on les voit effectivement ici et là, et un peu partout en fait, on les voit un peu partout sur ces photos. L'idée, c'était de travailler aussi sur l'échange avec les services. C'est-à-dire qu'ils sont allés avec nos jardiniers apprendre comment on fait un semis, comment on plante, comment on arrose, etc., etc. Les bases en fait du jardinage, tout simplement. Donc de la menuiserie, de la peinture, du jardinage, et puis c'était parti. Pardon, c'est pas là. Et ça a donné ça. La fameuse balade. Saint-Gilles-Croix-de-Vie a une petite particularité, c'est que c'était une vieille fusion de communes. Donc on a effectivement Croix-de-Vie et Saint-Gilles-sur-Vie. Ça s'est fait en 67, mais on n'en est toujours pas revenu. Hein. Ne vous inquiétez pas, pour les communes nouvelles, ça peut durer longtemps. Donc il fallait obligatoirement, vous comprenez bien, des bacs côté Croix-de-Vie et côté Saint-Gilles. Sinon, alors là, c'était un peu filant dans le port. On est donc parti de la place de la gare. On a traversé un vieux quartier patrimonial, qui est le quartier de la Petite Île, donc un ancien quartier de pêcheurs, avec des toutes petites ruelles, quelque chose de très minéral. Donc ça nous a permis en fait de commencer à travailler sur comment on apporte le végétal au milieu de cette espèce de gangue de béton et de pierre. Donc on continuait et on arrivait sur le quai. Alors le quai qui nous posait d'autres problèmes, on a des contraintes effectivement liées à l'aspect mer et estuaire. Donc il a fallu choisir des plantes un peu particulières. On a choisi des carences, des choses comme ça. Sachant que tout était comestible. Hein. Enfin, je reviendrai après sur les plantes. Je vais finir l'histoire de la balade. On fait passer le pont aux visiteurs, aux gens qui veulent se balader. Et là, on leur fait découvrir une toute petite ruelle. Alors ça, c'est un peu le pari. C'est la ruelle du Bon Repos. C'est une ruelle, j'arrive par endroits à toucher les deux murs juste en écartant les bras. Et au bout, il y a une toute petite placette qui est surtout connue des gens qui veulent en gros boire tranquillement, hein, pour le dire franchement. Ça avait des odeurs particulières, très désagréables. C'était un lieu plutôt délaissé. Et en fait, on a... Oui, entre autres. Hein. Bien sûr, ça sent la pisse, il faut le dire. Hein. Voilà. Et effectivement, ça nous a permis en fait, de réhabiliter cette place. Elle a plus du tout la même tête maintenant. Alors les habitants sont plutôt contents. Ça n'a plus du tout la même allure. Les gens, donc, sur cet endroit-là, on avait presque fait un mini lieu de pique-nique avec des bancs, avec des petites jardinières, une grosse jardinière autour d'un arbre. Et ça a plutôt bien marché pour réhabiliter en fait, cette chose-là. On a redonné un peu de gaieté à ce lieu. Hop, où j'étais. Et on finit en fait, et là on a un grand espace vert tout en long, une espèce de parc en long, qui s'appelle le Cours Saint-Lô. Et là on a deux grands bacs en pleine terre qui forment un mini potager en tant que tel. Donc voilà la balade comestible, telle qu'on l'a pensée pour l'instant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors, vous voyez, les bacs, effectivement, racontent tous une histoire. Ils ont été peints par le CMJ, hein, avec l'aide d'un graphiste. Donc ici, on est sur le port. C'est l'ancien lieu où Beneteau fabriquait ses bateaux. Forcément, c'est des bateaux. Quand on est à la maison du pêcheur, on a des poissons. Quand on est place de la gare, on parle plus de la mascotte. Vous avez vu la petite grenouille au début, etc., etc. Juste pour finir... Après, je vais laisser la place à mes collègues parce que je sais qu'il y a énormément de choses à raconter. La balade comestible en tant que telle a très très bien fonctionné la première année.
Les services ont quasiment rien planté, c'est des bénévoles qui ont tout planté, qui ont arrosé. Il y a eu pas mal de petits fruits, effectivement, de légumes. La deuxième année, on n'a pas eu la même chose. On n'a pas eu la même chose, et en fait, on n'a pas eu la même chose parce qu'on a fait une erreur cruciale. On n'a pas laissé assez de place, à mon avis, à la population. On n'a pas laissé... En fait, la mairie est peut-être allée trop loin dans son implication, et aurait dû, à un moment, peut-être plus se mettre en retrait et laisser faire la population. Donc là, on est plus sur une campagne où, effectivement, les bacs sont repris par la mairie, parce que, en fait, je ne voulais pas que mes agents y aillent. Voilà, tout simplement. Je voulais que la population y aille. Donc là, c'est la mairie qui a repris, effectivement, qui a commencé un peu à replanter. L'idée maintenant, c'est qu'on a des assemblées de quartier, on a 3 jardins familiaux à Saint-Gilles, et on prépare en fait le relais. On prépare le relais avec ces entités, donc assemblée de quartier et comment dire, jardins familiaux. Et au-delà de ça, on va travailler sur d'autres projets. Effectivement, je vois une habitante de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ici. On va plus travailler sur comment aller planter du fruitier sur nos espaces boisés, comment optimiser des espaces qui sont perçus comme des contraintes par les services parfois, et qui demain pourraient, en relevant un peu l'intérêt des habitants, être quasiment autant entretenus par eux. Voilà. Toutes ces réflexions-là sont en cours à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Dernier point sur cette carte, on voit qu'un peu plus loin, il y a un petit sigle qui représente un site incroyable comestible. Il faut savoir qu'en fait, les projets ont été conjoints. Projet ville et projet du jardin de M. Torterue, incroyable, le jardin de M. Torterue. En fait, on ouvre nos serres municipales tous les ans à la population. Et on s'est retrouvé effectivement avec Michel 3 mois pour préparer l'ouverture des serres. Et en discutant, on s'est dit, mais en fait, on a un projet convergent, pas du tout le même. On n'était pas du tout sur les mêmes logiques finalement, mais dans le même optique. Et c'est vrai que du coup, les deux projets se sont montés en même temps et ça a fait une belle synergie sur les communes. Donc voilà, la mairie, encore une fois, je pense que là, la mairie a raison de se mettre en retrait, de vous laisser faire, juste donner le petit coup de pouce quand vous en avez besoin. Et je vais vous laisser présenter votre projet parce qu'il est allez, on va le dire, il est encore mieux que celui de Saint-Gilles, que de la commune de Saint-Gilles. Bonjour. Donc nous, oui, effectivement, Jean-Paul et moi, nous faisons partie du collectif Incroyable Collectif Comestible de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On va vous raconter un peu notre projet. Donc, le point de départ, il repose sur une association, l'association Vie, valoriser les initiatives et l'environnement au pays. L'idée, c'était, on avait envie en fait de participer à la sensibilisation au changement climatique et de proposer des solutions collectives concrètes aux habitants, mais pas proposer comme ça, proposer en faisant et en donnant envie de faire pareil éventuellement, ou autrement, mais dans le même sens. Il existait des expériences, en particulier l'expérience on peut dire mondiale, hein, des incroyables comestibles, avec les incroyables comestibles France, mais aussi dans le monde entier maintenant. Et l'idée c'était, oui, on va faire quelque chose, on va faire un verger potager, mais en s'enrichissant de tout ce que le mouvement des incroyables comestibles pouvait avoir amené. Hein, c'est-à-dire un verger pensé par les habitants, avec eux, et puis en s'entourant néanmoins de personnes compétentes, que ce soit des partenaires techniques, sociaux ou nos élus, hein, qui étaient prêts, on l'a très vite compris, à nous donner un coup de main. Et l'objectif, c'était, on arrivait avec ce qu'on est, hein, et c'était de découvrir des savoirs, qu'ils soient jardiniers ou sociaux, de tester des méthodes, d'écouter les uns les autres, de voir ce dont on pouvait se nourrir, et à notre tour de partager, et que ce soit des savoirs, des légumes, des fruits, dans la solidarité. Donc la première des choses, pour nous, c'était de trouver un lieu.
Alors, on voulait un lieu qui soit facile d'accès pour que les habitants puissent effectivement venir. Un lieu facile d'accès et donc visible de la rue, proche des habitations, à l'intérieur du tissu urbain. Il nous fallait aussi une surface suffisante, parce que vous l'avez compris, l'aspect social comptait beaucoup pour nous. Et qui dit aspect social dit lieu de vie, lieu de rencontre, donc il fallait une certaine surface. Et puis il fallait de la surface pour produire également, et pour accueillir du public dans une optique de sensibilisation à l'environnement, à la biodiversité, à de nouvelles pratiques. Et dans la ville, donc on a pris contact avec la mairie, on a vu ce qu'il était possible et tout, et puis on cherchait vraiment ce lieu idéal, et un jour on l'a trouvé. Ben, vous voyez la photo aérienne ici, c'est en fait le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan, dont il y a une petite antenne à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec en particulier un grand EHPAD à l'intérieur de cet hôpital. Nous sommes allés voir la responsable du pôle médico-social qui tout de suite a vu l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour les résidents de sortir dans un jardin et de rencontrer des habitants. Donc, elle nous a demandé d'écrire un projet qui est maintenant la base de notre action et qui est une sorte de contrat entre eux et nous. Et puis, par la suite, il y a eu une convention de mise à disposition des pelouses qui nous laisse à peu près... il y a une confiance qui fait qu'on fait vraiment ce pourquoi on a dit qu'on faisait, mais en même temps, on est très libre. Lorsque, évidemment, on travaille avec un hôpital et des résidents d'EHPAD, automatiquement, les objectifs sociaux deviennent encore plus importants. Et donc, l'idée du lieu de vie, l'idée d'un lieu où on pouvait avoir des moments festifs, de partage, etc., de liens intergénérationnels, est devenu encore plus important. Et je pense que ça a donné un aspect à notre jardin qui a fait que tout de suite on a gagné l'adhésion de la population et qui fait aussi que du coup ils adhèrent à d'autres choses plus difficiles pour eux peut-être dans un premier temps, c'est-à-dire des pratiques environnementales, des pratiques jardinières différentes. Alors, quels sont les acteurs pour ce projet? Ben, tout d'abord, ce sont des citoyens, des habitants qui sont visés, évidemment, qui doivent être les acteurs principaux, mais en s'entourant de partenaires techniques. Alors, qui? L'hôpital a bien voulu demander l'aide du CAUE avec Gaëtane Delaforge qui nous a suivis. Nous avons aussi sollicité l'aide du centre du CFPPA, c'est-à-dire le centre de formation pour adultes du lycée Nature, qui a une classe paysagère, environnement, etc. Et puis, nous avons eu aussi le soutien de APF Handicap pour envisager les aspects d'accessibilité, qui pour l'instant ne sont pas résolus, mais bon, ça progresse. Donc, Gaëtane Delaforge et deux stagiaires du CFPPA ont travaillé, Gaëtane ayant fait un plan d'intention, deux stagiaires du CFPPA ont réalisé une esquisse, et puis ensuite, le comité d'organisation et de réalisation que nous constituons, nous habitants avec nos partenaires, eh bien, nous avons co-construit un plan. J'ai oublié dans les partenaires, évidemment, la ville. Et non pas qu'ils soient intervenus dans le plan, mais par contre, tout à fait au début, c'est eux que nous sommes allés voir, les services techniques en particulier, en disant, bon, voilà, on a un projet, qu'est-ce que vous nous conseillez? Et de même, une personne qui travaille à la ville de Nantes nous a donné également son avis. Et c'est comme ça ensuite que nous sommes partis sur le CAUE. Voilà. Donc, ça c'était très important ce moment, parce que si l'idée de ce jardin verger potager a germé en 2015, le projet a été présenté vraiment et accepté par l'hôpital,
en avril 2016. Et puis nous avons travaillé au plan d'octobre 2016 à février 2017. Donc c'est très long, c'est complètement inutile d'avoir si longtemps. Mais en fait, ça paraît inutile, mais l'objectif, c'est que pendant tout ce temps-là, il y a une effervescence qui a permis à chacun de s'approprier un petit peu le projet. Donc voici l'état premier du site. C'est une bâtisse du 19e avec une symétrie bilatérale et puis une grande pelouse de 1000 m² et une haie. Et on voit que cette haie ici, eh bien, entre la façade et la pelouse, elle forme une sorte de couloir qui ne permet pas aux personnes âgées qui soit marchent très mal, soit sont en fauteuil, de voir quoi que ce soit et de la pelouse et de la rue en face. Et puis on voit aussi que les allées sont très dégradées, hein, et puis voire rétrécies à certains endroits, ce qui ne permet pas aux fauteuils roulants d'avancer. Hein. Donc l'idée de travailler, alors ça c'est le collectif qui a fait ça évidemment, et c'est pas du tout, c'est pas beau du tout, c'est pas ce que ferait des techniciens paysagistes, hein. Mais voilà un petit peu l'idée. L'hôpital est là, la rue est là, donc l'idée c'est retravailler ça et ça pour rendre de la circulation, de la convivialité, ôter cette haie et la remplacer par une vitrine constituée de 2 bandes de culture de plantes potagères et de plantes hautes qui nous amènent un petit peu des auxiliaires à nos cultures. Hein. Par exemple, le fenouil qui abrite la chrysope, etc. Donc ça protège nos cultures qui sont juste à côté, qui sont des cultures qu'on met en place avec la méthode de Gertrude Frank. Et puis nous avons derrière le mur principal la première lasagne que nous avons réalisée. On a constitué notre première lasagne avec des rhubarbes, des oseilles, des petites vivaces, des fleurs, etc. Et ensuite, on a donc installé ici des carrés où il y a des caissons carrés avec des arbres fruitiers. Ici, nous avons donc reconstitué de nouvelles lasagnes. On n'a pas encore fini, cette bande-là n'est pas encore faite. Et puis on a installé aussi ici déjà 2 premiers caissons à hauteur de 60 cm qui permettent aux personnes en fauteuil roulant de pouvoir aller sentir les petites plantes qui sont installées, si c'est une menthe, si c'est etc. Voilà. À peu près. J'ai oublié les extrémités. Hein, Michel, les 2 extrêmes qui sont là, ici et là. Alors on a mis 2 bandes parallèles d'arbres fruitiers avec des petits fruitiers dessous, et sous ces petits fruitiers on a aussi des plantes qui accompagnent, des fleurs entre autres, pas mal de fleurs. On a un jardinier qui est très fleuriste, donc c'est lui qui bichonne tout ça. Juste pour dire, au niveau des techniques, c'est de la permaculture. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on a mis les fruitiers à l'ouest là, pour retenir les vents d'ouest qui chez nous, bon évidemment, sont très desséchants, hein, et donc petit à petit recréer un écosystème avec un petit peu d'humidité atmosphérique un peu plus favorable qu'aujourd'hui à nos cultures. Et ce qui est bon pour les végétaux sont également bons pour les humains, et en particulier les humains fragiles que peuvent être les personnes très âgées. Voilà. Donc créer un lieu de vie favorable, vraiment. Alors, on a parlé des acteurs. Eh bien, ici, vous voyez le CFPPA en action, ces jeunes adultes, donc avec leurs professeurs, hein, qui sont allés arracher la haie pour que l'on puisse cultiver à la place. Et puis, ils nous ont fait également des bancs et des tables, en particulier une table mixte qui permet à des fauteuils d'un côté, à des personnes valides de l'autre, d'être sur la même table et de discuter ensemble.
Les travaux, on a commencé avant d'avoir fini les plans, justement par cette zone-là, juste de chaque côté, enfin, à côté de la rue, ce qui nous a permis en même temps de discuter avec les personnes qui se demandaient bien ce qu'on faisait là. Et là, l'objectif, c'est d'avoir plutôt des ornementales et des petits fruitiers, genre framboisiers, qui vont un peu titiller de l'autre côté de la grille et donner envie aux gens de passer. Et puis ici, bah, par exemple, en décembre 2017, là, eh bien, on a planté nos premiers arbres fruitiers. Hein. Un des aspects importants de notre action dans ce jardin, ben, c'est le lien social. Ça, c'est fondamental. On a rencontré, Michel et moi, et puis les autres jardiniers et jardinières, parce qu'il ne faut pas les oublier. Hein. On dit toujours les IJJ. On est on pense que c'est très important de dire jardinière et jardinier, parce qu'il y a beaucoup de dames qui participent à ces activités hein, avec nous. Donc, l'une des choses importantes, c'est le lien social. On rencontre des gens, mais c'est vraiment tout à fait étonnant. On avait par exemple, j'ai une petite histoire très brève, si j'ai 2 minutes. C'est un jour, on voit un monsieur et une dame qui passaient dans le jardin, et puis on commence à discuter. Et puis, il nous raconte que ils aiment bien, maintenant qu'il y a le jardin, passer, au lieu de passer dans la rue, de faire le tour, et puis de venir dans le jardin, et puis voir ce qui se passe. Et on pensait que c'était un couple de gens qui habitaient dans les rues ici. Puis un jour, après leur promenade, la dame est revenue toute seule. Et elle nous a confié quasiment la moitié de sa vie en nous disant que ben, c'était pas son mari, mais c'était son voisin, et que son voisin était tout seul, et qu'elle s'occupait de lui, etc. Vous voyez, le genre de lien que nous créons parce qu'on a une oreille attentive, et voilà. Et puis, alors on a compris pourquoi elle n'a jamais voulu cueillir un légume chez nous. Parce qu'ils n'habitaient pas ensemble et qu'elle ne savait pas quoi faire du légume, enfin, etc. Vous comprenez bien. Voilà. Bon, alors, je continue, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon, voilà. C'est un petit exemple du lien social qu'on fait. Alors, vous voyez aussi qu'il y a du lien social, n'est-ce pas, Gaëtan, ici hein, il y a du lien social. Ça, c'était quand on a fait notre assemblée l'année dernière, au mois de septembre. Hein, un certain nombre étaient restés et puis on a partagé ensemble un repas sur cette fameuse table qui est donc avec un banc. Ah, je me trompe toujours de bouton. Ah, je ne suis pas très habitué à toutes ces mécaniques. Voilà. Ici, donc vous voyez qu'ici on a un banc classique et ici on a on peut mettre des fauteuils, et donc là on a mis des chaises bien sûr, mais on peut mettre des fauteuils, ce qui permet d'accueillir aussi les gens en mobilité réduite dans cet espace. Un autre moment aussi avec Mimi, là, vous voyez, Mimi elle est là, un début de chantier du samedi, puisqu'on travaille régulièrement le samedi, un samedi par mois. Hein, alors des fois c'est que le matin, des fois c'est aussi matin et après-midi, suivant le courage que nous avons et le nombre que nous sommes. Et puis un autre moment aussi, ici d'accueil avec la MAD, ici on a Antoine ici, l'animateur de la MAD, qui était venu avec une dame parler dans notre jardin de ce qu'il y aimait, pourquoi il venait, etc. Là, du lien social aussi important. Il a même décidé lui aussi de faire des caissons pour mettre des tomates et du romarin pour que les gens puissent bricoler un petit peu, jardiner. Et puis ici, une autre image d'un moment aussi où on a accueilli donc, des personnes âgées qui venaient prendre un peu l'air au jardin. Voilà, assis sur notre banc. Je continue. Voilà, donc en juin 2018, pardon, vous voyez notre jardin ici, et ici en plein été, nos légumes, nos arbres que nous avons plantés, ici un pêcher, on en a planté 24 durant l'hiver dernier. Ah, ça c'était une petite course pour trouver tous les plants qu'on voulait, ce qu'on voulait. On voulait pour certaines espèces, mais plutôt celle-là, pas tel porte-greffe, tel machin, tel truc. Et puis ben, on a réussi quand même à en planter 24. Voilà, ça a été, voilà. Et alors la cerise sur le gâteau, elle est là. C'est le comité de florissement de la ville de Saint-Gilles. Merci Antoine. Comment ? C'est indépendant.
Oui, c'est indépendant. Oui, oui, bien sûr, c'est une association indépendante. C'est pas la ville qui nous... Non, non, c'est le comité de fleurissement de la commune, voilà. Voilà. Hein, qui nous a donc décerné à l'hôpital ce petit diplôme pour un jardin collectif. On était un petit peu surpris, surtout qu'on l'a appris, en tout cas, quasiment à 5 heures de l'après-midi, pour une réunion à 6 heures de l'après-midi. Enfin bref, c'était... C'est pas l'Amérique organisée, non, 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 non. En fait, ils disent si, je continue. Et ensuite, donc, le jardin support d'animation, apprentissage, sensibilisation. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est assez fort et qui nous intéresse beaucoup. C'est que on a accueilli, par exemple, le tricot urbain de l'EHPAD et qui se fait aussi avec le centre socioculturel de la ville. Hein. Ensemble, il y avait des petites grand-mères. Il y a aussi, on a pris un monsieur qui tricote. Et puis là, c'est le décor qui avait été fait pour le Tour de France. Il y avait des maillots, etc. Il y avait même un vélo qui était vert et jaune. C'est extraordinaire. Même les rayons des roues étaient garnis de laine. Ouais, voilà. Autre chose notre apprentissage, c'est l'accueil d'une classe de maternelle cette année. Hein, on voit là les petits enfants qui sont en train de bricoler une lasagne, de travailler dans la lasagne, et ils mettent la main dans la terre. Ils étaient ravis, hein, Michel, de faire cette activité. Maintenant, ils sont en train de décorer des caissons que nous allons poser après. Ils sont avec des pochoirs et de la peinture, etc. Ils vont nous faire des petits décors, voilà. Et alors, encore d'autres activités d'apprentissage, de sensibilisation, c'est les rendez-vous au jardin qu'on a fait avec le CAE, avec la région, c'est organisé avec la DRAC, cette affaire-là, et puis sous couvert du ministère de la Culture aussi, tout ça, bon bref, tout ça, ça fait un une pote auquel on a participé, c'était tout à fait début juin. On a accueilli, alors les comptes, je ne les connais pas exactement, on a accueilli un certain nombre de personnes, et puis on a recommencé, puisqu'on était contents, on a recommencé le 16 et le 17 juin, où on a participé avec le CPE de Logne, Grandlieu, on a participé, bienvenue dans mon jardin au naturel, voilà, avec d'autres jardiniers de Vendée et de Loire-Atlantique. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est ça. Les projets en 2019, alors là, je vais autant vous dire qu'on en a encore plein la tête, mais on y arrivera, j'espère. Nous espérons arriver à faire beaucoup de choses. On devrait accueillir, donc continuer l'école maternelle de la ville, là, une des écoles, et puis les primaires aussi. On voudrait aussi attirer un peu les primaires pour faire différentes choses. On voudrait étiqueter un certain nombre de légumes. Vous voyez, on a le choucal là en exemple. On a récupéré des ardoises, les couvreurs qui démontaient un toit, donc on a récupéré des ardoises, il y a un copain qui les a percées, et puis on devrait les poser prochainement, j'espère, quand les enfants sauront écrire. C'est-à-dire qu'il faut attendre encore quelques temps, ils apprennent. Janvier. Voilà. Alors, autre chose, récemment, le centre socio-culturel, encore lui, nous a appelés parce qu'il voudrait venir le mercredi travailler au jardin, donc on va peut-être leur confier un petit carré, et puis ils pourront, avec notre aide et nos soutiens, faire quelques plantations ou semis. Voilà. Et puis alors, la dernière nouveauté, c'est un partenariat renforcé, comme on a écrit, avec l'hôpital, en ce sens qu'il souhaiterait que plus d'animations soient faites quand nous sommes présents, c'est-à-dire on y est systématiquement tous les mardis après-midi, on y travaille, on arrive à 2h et on va jusqu'à plus soif, hein. Ça dépend un peu des moments quand même. Et en ce moment, on est limité quand même avec le coucher du soleil, bien sûr. Donc l'idée, c'est d'accueillir davantage, avec l'animatrice de l'EHPAD, d'accueillir un peu davantage les personnes âgées qui sont en résidence à l'EHPAD. Voilà. D'avoir un peu plus de relationnel avec eux. Et puis, alors, l'autre grande idée, c'est le projet culturel
sur le jardin. Là, c'est une demande de subvention avec l'Agence régionale de santé, l'ARS, hein, pour permettre de rendre les lieux nettement plus accessibles aux PMR. Parce que vraiment, des fois, on voit les chariots, il faut quand même pousser. Voilà. Peut-être aussi un projet d'artiste dans le jardin, on ne sait pas trop encore. Bon, on a un peu ça dans la tête, on va peut-être arriver à faire quelque chose. Ben, Michel, je crois qu'il faut que tu viennes à mon secours. Donc, nous, ce qui nous intéressait plutôt de partager avec vous, au-delà de dire un peu ce qu'on faisait, c'était peut-être de voir qu'est-ce qui faisait les forces et les faiblesses de notre entreprise, entre guillemets. Et on s'est dit, en réfléchissant, que nos forces, c'était le fait d'avoir eu un projet d'emblée écrit avec l'hôpital, qui a assis une certaine confiance et qui fait que le projet, bon an, mal an, il s'étoffe et puis que les relations sont de plus en plus intéressantes et que l'hôpital finalement et les résidents en soient heureux et que ça leur apporte en fait. Donc nos deux forces, c'est déjà ce projet qui a relié le centre hospitalier et puis l'association Vie. Cette association Vie, c'est bien pratique pour nous parce que nous n'avons pas à nous occuper de problèmes juridiques ou financiers, hein, même s'ils s'en occupent parce qu'on aime bien être indépendant quand même. Mais bon, on a un soutien quand même qui n'est pas négligeable. On était évidemment pollinisés par les idées des incroyables comestibles. Et puis, sans les partenaires techniques, le jardin ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Ça, c'est évident. Le choix de la permaculture est très important aussi dans la mesure où, déjà, c'est ce qu'on voulait, mais en plus, sur le plan pratique, c'est beaucoup plus facile de travailler en permaculture quand on est des bénévoles avec très peu de temps qu'avec d'autres types de cultures, dans la mesure où, par exemple, le paillage, ne serait-ce que le paillage, ça diminue la nécessité d'intervention au jardin, que ce soit pour le désherbage ou l'arrosage, même si cette année, c'était quand même un peu compliqué. Des personnes ressources, des élus, des associations qui relaient l'information, la communication, ça c'est important aussi. Et on se rend compte que si on veut obtenir ne serait-ce qu'un tout petit jardin, eh bien, il faut un réseau. Alors si on veut une ville qui soit résiliente du point de vue de l'agriculture, c'est vraiment important d'être en réseau. Et nous, on travaille la main à la main avec la municipalité. Et je crois que c'est important, tout en ayant notre indépendance, nous on y tient. Et je crois aussi que pour les habitants qui participent à ça, c'est important de ne pas se voir imposer quelque chose, mais sur la base d'un projet commun, avec chacun ses exigences, de trouver sa marge de liberté dans le projet. Nos faiblesses, il y en a aussi. Hein. C'est peut-être le nombre de jardiniers actifs. C'est vrai qu'on a des gens qui passent, on a 120 jardiniers auxquels on envoie régulièrement des informations, mais le nombre d'actifs réguliers est réduit. Par contre, on s'en doutait un petit peu, et c'est pourquoi il nous semble que quand on veut faire quelque chose comme ça, il est important d'avoir un grand nombre de personnes qui adhèrent au projet, et puis même si chacun sur 120, si chacun vient une fois, ne serait-ce que par an même, eh bien ça fait déjà pas mal d'interventions, parce qu'en une journée, on fait beaucoup de choses. Hein. Mais on aimerait quand même avoir plus de jardiniers. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de faire de la communication, de faire de l'animation, de faire évoluer le projet, de travailler sur le dossier, par exemple accessibilité, ou sur ne serait-ce qu'avoir une cabane au jardin pour les outils, ce serait beaucoup plus simple.
eh bien, il faut monter des dossiers, etc. Et ben, on n'est pas très nombreux pour faire ça. Alors, est-ce que les jardiniers adhèrent à la totalité du projet? Ben non. Hein? Alors, est-ce que c'est gênant? Ben non non plus. On aimerait mieux qu'ils soient un petit peu plus nombreux à bien avoir tout compris, à bien adhérer à tout, mais finalement, l'important c'est qu'ils soient attachés au jardin, et puis qu'ils en parlent, et puis qu'ils amènent d'autres gens, et puis qu'on les renvoie sur le site des Incroyables Comestibles, où nous avons une page sur le collectif de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et finalement, des gens s'y retrouvent, des gens viennent nous amener des graines, des gens viennent nous amener des caissons à moitié préfabriqués, des gens viennent nous amener du fumier, des gens, voilà. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne, en fait. Et en même temps, c'est que ça reste fragile. Alors, on se dit que peut-être que nous, on n'a pas suffisamment de... je sais pas... enfin, il nous manque quelque chose, en tout cas, au niveau de la gouvernance, pour arriver à faire cohabiter des personnes avec des histoires de vie différentes, des envies différentes, pour peut-être éviter certaines attitudes qui peuvent démotiver, pour permettre à chacun d'être vraiment en responsabilité. À un moment, il faut savoir, c'est comme tu disais tout à l'heure par rapport à la mairie, par rapport aux habitants, il faut savoir se retirer, il faut avoir de l'humilité, et puis, voilà, c'est peut-être tout ça qu'il faut que nous apprenions. Voilà. Donc, le problème, en fait, c'est la démocratie participative. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait vivre? Et là, on a beaucoup à apprendre du mouvement national, parce que vous avez déjà beaucoup réfléchi, et nous, on est balbutiants là-dessus. Et donc, ça, c'est quoi? C'est une carte postale de l'hôpital. Ça doit être dans les années 1920 à peu près. Cet hôpital date de 1897 et dès cette époque, il était prévu un jardin vivrier. Et en fait, l'hôpital, il vivait des légumes qu'il produisait. On n'en est pas là, hein, on ne va pas faire vivre les 165 personnes de l'EHPAD. Mais bon, c'est un petit peu un clin d'œil à l'histoire. Et donc, là, c'est notre jardin en juin, hein, avec le logo des Incroyables Comestibles. Voilà. Nous vous remercions. Bien, merci de votre accueil. Bonjour à tous. Je vous salue les uns et les autres, en particulier François Bon, mon collègue conseiller départemental. Donc, je suis très heureuse d'intervenir aujourd'hui auprès de vous pour, avec Raphaël Bonhomme, vous expliquer la démarche qui est poursuivie à La Roche-sur-Yon avec quelques éléments qui ont fait tilt dans l'intervention que j'ai entendue juste avant. Donc une intervention à deux voix. Je vous présenterai plutôt la partie historique, état des lieux des formes d'agriculture urbaine à La Roche-sur-Yon, et puis Raphaël vous expliquera très concrètement différents exemples qui se sont mis en place sur le territoire depuis un certain nombre d'années. Alors avant de dérouler les différentes slides du diaporama, je voulais simplement vous dire qu'avant de parler d'agriculture urbaine, c'était important à La Roche-sur-Yon de vous parler de l'importance de l'agriculture en zone rurale. Dans notre territoire, 65% de la surface de la ville de La Roche-sur-Yon est consacrée à l'agriculture. On a près de 300 exploitations sur le territoire, donc c'est assez considérable. Et sur ces 300 exploitations, on a à peu près 6% de notre surface agricole qui est aujourd'hui en agriculture biologique. Alors évidemment, tout l'enjeu, c'est de passer, je dirais, à un maillage de la ville en agriculture urbaine. Donc comment l'agriculture rurale peut finalement influencer le développement de l'agriculture en milieu urbain. Alors l'historique, le développement donc, des jardins familiaux à La Roche-sur-Yon, ça a été une première étape. On est à peu près à la fin des années 70. Il y a une première forme d'agriculture urbaine qui passe effectivement par les jardins familiaux, avec une fonction nourricière bien sûr, mais aussi une fonction de lien social, une fonction récréative. Et on va voir qu'au fur et à mesure de l'évolution du temps, eh bien, cette vocation et cette forme d'agriculture urbaine, elle va évoluer. On va avoir une diversification des formes d'agriculture urbaine, et puis au-delà de la vocation nourricière ou de lien social, on va avoir une vocation liée directement à la biodiversité et à sa préservation,
Et puis on va voir aussi comment ces formes d'agriculture urbaine peuvent avoir un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc 79, ça a été le point de départ. On a eu un certain nombre d'habitants qui se sont constitués en association, avec une association qui porte le nom d'AJAFPI, l'association des jardins familiaux du Pays Lyonnais. Donc une structuration assez importante, puisqu'on a 300 parcelles aujourd'hui sur le territoire de la ville de La Roche-sur-Yon, sur 4 sites différents qui sont constitués en jardins familiaux. Alors le foncier occupé est un foncier ville, et donc il y a une convention avec la ville qui permet cette occupation du domaine public. Alors en 2010, ça a été important, on a nos conseils de quartier, décidément je vais trop vite, nos conseils de quartier qui se sont emparés du sujet, en particulier en zone nord de la ville, conseil de quartier Jean Yol, qui a commencé à s'intéresser à une diversification des formes d'agriculture urbaine. Et puis par la suite, dans les années qui ont suivi, eh bien, la réflexion a évolué, notamment avec l'agenda 21 de la ville en 2012, la volonté d'encourager d'autres types de projets collectifs, et puis bien sûr de conforter la nature dans la ville en encourageant les jardins non plus seulement familiaux, mais les jardins partagés. Alors à l'aide de Raphaël, qui a été l'artisan vraiment de ce plan d'action extrêmement important, on a beaucoup travaillé en 2015 et 2016 sur l'élaboration d'un plan d'action biodiversité qui s'étale sur cette période que vous avez à l'écran, 2017-2020. Et on a essayé vraiment de travailler sur un maillage du milieu urbain, un remaillage de la trame verte dans le milieu urbain. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une lecture, je dirais, cohérente, linéaire, entre la trame verte du milieu rural et la manière dont elle peut s'interconnecter avec la trame verte en milieu urbain. Alors évidemment, dans ce cadre-là, en milieu urbain, les jardins familiaux ont toute leur place, mais pas seulement, d'autres formes de jardins, les jardins partagés bien sûr. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ces jardins partagés ou familiaux soient de véritables relais pour la biodiversité. Alors, on va bien au-delà d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'on a la même réflexion sur les cimetières de la ville, faire en sorte que nos cimetières soient des relais de la biodiversité. On a des espèces migratrices notamment qui utilisent nos cimetières, et puis également les jardins partagés ou familiaux. Donc vraiment, cette vocation biodiversité, elle nous paraît essentielle à l'heure où la biodiversité, vous le savez, est menacée. Et puis, bien sûr, au-delà du plan de biodiversité, nous sommes sur le territoire, comme dans d'autres territoires vendéens, en pleine élaboration de nos plans climat. Et la question climatique, elle s'invite évidemment dans cette réflexion plus générale. Et les jardins familiaux, leur fonction de piégeage du dioxyde de carbone est évidemment essentielle, avec cette volonté de limiter autant que faire se peut l'impact du territoire par rapport au réchauffement climatique. Donc ces jardins familiaux, au départ, qui étaient les seuls sur le territoire, qui avaient uniquement une fonction nourritière, eh bien aujourd'hui, eu égard à l'érosion de la biodiversité, eu égard à l'impact du réchauffement climatique, eh bien on leur donne une nouvelle fonction, une nouvelle vocation qui est tout à fait essentielle. Alors voilà un état des lieux. On a vraiment ici voulu dézoomer sur cette slide et vous montrer ce qu'est aujourd'hui la trame verte en milieu rural et comment elle est en train de s'interconnecter avec la trame verte en milieu urbain. Alors vous savez que cette obligation de travailler à l'élaboration de réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques, nous vient de la loi Grenelle 2 de 2010. Et donc depuis cette époque, il y a différents travaux qui ont été menés pour recenser tous les éléments de cette trame verte, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Donc vous voyez le travail important qu'a pu mener Raphaël. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'interconnecter tous les maillons manquants pour reconstituer eh bien, la continuité dans cette trame verte. Alors évidemment, en milieu urbain, c'est un peu plus compliqué, mais avec voilà, une nature en ville qui est aujourd'hui relativement présente à La Roche-sur-Yon, on arrive à remailler, et puis il faudra bien sûr créer des maillons complémentaires. Donc vous avez l'emplacement, la localisation en rouge, en étoile, des différents jardins familiaux, donc 4 sur le territoire. Vous avez Moulin-Neuf, Langelmière, Saint-Brandière par exemple. Et puis vous avez Forges, qui est à la fois un jardin partagé et un jardin familial au nord-ouest de la ville. Et puis vous avez d'autres formes de jardins partagés. Je pense au jardin Gauly. On a un représentant aujourd'hui dans la salle du jardin Gauly. On va vous en parler dans un instant, qui est vraiment un très très beau lieu, voilà, qui donne l'envie à beaucoup eh bien, de se lancer dans l'aventure du jardin partagé. Donc voilà, c'est une très belle aventure, cette constitution et reconstitution de trame verte. Dans le plan de biodiversité qu'on a établi en 2016,
On a eu une grande ambition pour notre territoire-ville. On a 4 grands axes thématiques, 27 actions différentes, et on veut vraiment faire en sorte eh bien, que notre biodiversité arrête de s'éroder. Donc on veut par exemple avoir des bâtiments qui soient relais de la biodiversité. C'est le cas avec le dojo aujourd'hui, ce sera le cas demain avec la salle de musique actuelle. Donc on ne travaille pas seulement sur l'espace public, mais les bâtiments aussi ont pour nous une fonction importante. Voilà, je passe la parole à Raphaël qui va rentrer un peu plus dans le détail, qui va vous montrer comment les projets en rue ont contribué aussi à accentuer cette évolution, et puis il va vous parler de détails très concrets, de la manière dont les services de la ville instruisent les dossiers relatifs à ces sujets. Voilà. Merci. Donc là, juste pour revenir sur la diapo en cours, les petits carrés en fait, que vous avez, ça correspond à l'occupation du sol dans la zone urbaine et la proportion d'espaces verts à l'échelle de mailles qui font à peu près 1,5 hectare. Donc là, j'ai fait seulement afficher celle qui la densité d'espace vert qui est la plus faible, pour avoir vraiment un outil d'aide à la décision pour demain, s'il y a d'autres jardins partagés à créer qui viennent de la part d'initiatives citoyennes, qu'on puisse les caler en lien avec la trame verte existante pour justement avoir un effet maillage et des effets corridors et réservoirs au sein de la trame verte urbaine. Et donc on voit qu'actuellement, tous les jardins partagés en cours, en projet ou actuellement ceux qui vivent tout simplement sont situés dans des zones où initialement la proportion d'espaces verts était relativement faible. Donc on peut considérer qu'ils sont positionnés dans des espaces pertinents, mais on voit aussi des zones qu'on peut appeler des zones blanches, dans un peu plus creuses, où on a vocation justement peut-être à en développer en lien avec les initiatives citoyennes. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter quelques sites qui fonctionnent bien, puisque on a trois exemples sur la ville et on en a visité 3 ce matin avec M. Herbillon. Le premier, c'est celui qui est né suite aux opérations de renouvellement urbain, donc dans les années 2012-2014. Donc on est sur les quartiers plus nord de La Roche, secteur de l'Anru, Jean Yol, Pyramide, ces secteurs-là. Donc l'idée, c'était vraiment de profiter de la résidentialisation à l'occasion de cette opération de renouvellement urbain pour aménager des espaces de jardins partagés. D'autant plus que sur le site de Gauly, on avait déjà des jardins partagés qui existaient avant la requalification de la rue Gutenberg, qui est l'axe nord de La Roche, qui file en direction des Flâneries. On avait une zone du foncier vide avec du bâti et puis une petite zone qui faisait à peu près 50-100 mètres carrés. Et donc l'idée, c'était à l'occasion de la requalification de la rue Gutenberg, de pouvoir délocaliser ce jardin puisqu'il avait vocation à être réutilisé pour le reprofilage de la voie, et donc d'avoir un espace de substitution et que ce soit vraiment le point de départ justement d'un aménagement finalement un peu exemplaire. Donc vous avez une photo en haut à gauche, en haut à droite du site en 2011. Donc c'était un terrain de foot en pente, avec 1,50 m de topographie, très peu d'usage puisque voilà, le site ne se prêtait finalement très peu à des pratiques sportives. Et donc l'objectif a été vraiment de requalifier cet espace, d'utiliser la topographie pour travailler sous forme aussi de micro-gradines. Et donc cet espace public était vraiment considéré comme un espace mutable. Donc le choix de la collectivité a été de préverdir finalement l'espace, donc d'accompagner le collectif qui était en place déjà à l'époque dans l'ancien espace de jardin partagé. Et donc on a aussi choisi cet espace-là parce qu'en fait il est à l'intersection de plusieurs espaces publics, donc ça crée nécessairement du lien puisque finalement il était en forme d'espace vitrine au cœur du quartier. C'est un site et un aménagement qui a très bien fonctionné puisque en 2016 il a été demandé le doublement de la surface, donc on est passé de 1000 à 2000 m² d'un coup, et on y est passé ce matin, et je pense que s'il y avait 4000 m² disponibles, je pense qu'il y a beaucoup d'envie avec une trentaine de jardiniers très moteurs sur la question et qui proposent une palette végétale, elle aussi très intéressante, puisqu'on a beaucoup de choses exotiques, enfin des essences très diversifiées.
En début d'année, oui, en 2018, on a eu une plantation aussi de végétaux à croquer, donc ce qu'a présenté Marc-Henri Doyon tout à l'heure. Donc on a des végétaux de la palette végétale à croquer, paysage à croquer, pardon. Et donc, comme le dit Monsieur le maire, on a une végétation belle qui maintenant doit être belle et bonne. Donc on est dans un témoignage concret de ce que disait Marc-Henri tout à l'heure. Les photos n'ont pas suivi, donc il faudra imaginer un petit peu. Sur l'espace Gauly, l'aménagement a plutôt bien fonctionné, c'est un réel succès pour moi, puisqu'en fait, le collectif a été associé dès la genèse du projet. Donc là, on associe vraiment la maîtrise d'ouvrage, donc les représentants de la collectivité, la maîtrise d'œuvre, donc toute la conception, et puis finalement la maîtrise d'usage qui correspond aux usages souhaités du site par le collectif. Donc là, dès qu'on a travaillé ensemble dès le début, avec Frédéric Trichet, notamment de la maison de quartier, on s'est vraiment mis autour de la table et on a dessiné le projet ensemble. Et la première réunion, on était tous avec une feuille de papier A3 avec un plan masse, et on a réfléchi au site tel qu'il est réalisé actuellement. Donc l'objectif était aussi d'en faire un espace culturel, puisque actuellement il s'y passe plus que du jardin, c'est vraiment un lieu de vie de quartier, donc il y a beaucoup de manifestations en tout genre, et puis c'est vraiment un lieu d'échange où l'été il y a plein de personnes qui ne jardinent pas mais qui sont bien sur l'espace public et qui en profitent. Donc c'est une réelle réussite. Et à proximité on a l'espace Gauly où il y a une programmation culturelle, donc un lieu de vie, donc forcément ça crée du lien et une animation permanente. L'accompagnement, comme je le disais tout à l'heure, par la maison de quartier a été assez intense au début, donc ça a créé une dynamique, c'est un peu l'effet booster finalement, et du coup tout de suite, vu que la mayonnaise a bien pris, quand il y a un groupe actif dès le démarrage, une grosse quinzaine de personnes, le mouvement s'essouffle peu, et du coup la dynamique reste enclenchée. À proximité aussi, également un point important, c'est qu'on a un pavillon de compostage, donc les deux sont assez liés entre jardinage et pavillon de compostage, donc du coup il y a des effets bénéfiques et des synergies à trouver, puisqu'on touche les questions de la trame brune, puisque le pavillon de compostage alimente directement la trame brune des sols qui sont cultivés sur l'espace Gauly. Ensuite, un autre site, là c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas l'image, parce que c'était pour vous montrer le plan masse de l'îlot des fruits à croquer qui est situé sur l'écoquartier et l'écoquartier de la Marronnière. On est sur un espace des fruits à croquer, on est au sud du Bourg-sous-la-Roche, dans une zone où en fait tout le préverdissement et le traitement de l'interface entre l'espace public et l'espace privé a été réfléchi dès la genèse du projet, ce qui fait qu'en fait on n'a pas c'est pas un lotissement habituel. C'est un traitement des clôtures, des interfaces publiques-privées qui est fait avec le végétal dès la conception du projet, et finalement c'est le lien de toute l'opération. Et cette forme de végétal dans les espaces publics a créé finalement une dynamique qu'on retrouve par la création d'un espace de jardin partagé qui n'est pas très très grand, je dirais à peu près 200 mètres carrés, mais où il y a une vie assez intense. Puisque là, c'est Christine et Pascal qui m'ont fait le retour encore ce matin, on a à peu près 38 journées de rencontres depuis fin octobre 2015, une vingtaine depuis le début de l'année 2018, donc on voit bien qu'il y a une animation de plus en plus croissante. On a pratiquement plus de la moitié, voire 3/4 des familles de l'îlot, des fruits à croquer qui sont impliquées sur le sujet, donc des pratiques de jardinage, chacun à son rythme, mais l'important c'est de passer du temps ensemble. Et sur une faible surface de 200 mètres carrés, on a beaucoup de liens sociaux. Et finalement, la petite phrase en italique, c'est Christine et Pascal qui leur disaient encore ce matin, il n'y a pas une grosse production potagère, mais du plaisir, de la joie, de l'amitié, de l'échange, du troc, de la récup, de l'entraide, et beaucoup de convivialité. Et ça fait du bien d'entendre ça. Voilà le plan masse. Donc en haut, on est en direction du Bourg-sous-la-Roche, ici. Et puis là, on a l'îlot des fruits à croquer, donc ce grand rectangle-là, avec une grande coulée verte, ici, qui correspond à la zone de gestion des eaux pluviales, et au point haut, ici, donc on a les 200 mètres carrés de jardin partagé. Et finalement, ça fonctionne tellement bien que tout l'espace public le long de la coulée verte, ici, est réapproprié lors de manifestations culturelles qui sont menées au sein du collectif.
Donc voilà quelques images de ce qui se passe. Beaucoup de vie finalement, et puis d'échanges avec de l'animation qui va au-delà du jardinage en tant que tel, avec des soirées contes, des soirées théâtre. En 2019, une journée dans l'esprit de celle qui a eu lieu Jardin Art en 2018. Donc toutes les personnes de l'IO qui ont une sensibilité créative ou artistique sont les bienvenus pour montrer leur savoir-faire. Moi, c'est sujet de discussion, de débat. Des épouvantails qui ont été créés, on en voit sur la photo de Chute. Et puis Noël arrivant, un projet de jardin partagé, de sapin de Noël avec des palettes de bois, puis histoire et décoration autour d'un bain chaud. Je crois que le lien social fonctionne bien, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis en projet, une construction de géodes, de pergolas. Donc on voit qu'il y a beaucoup de projets en cours et à venir pour faire vivre le site. Donc là, il y avait un magnifique poster, pour avoir un peu d'inspiration, mais c'est un poster qui est affiché justement sur le jardin partagé de la Marronnière, qui montre un petit peu, c'est une rétrospective de tout ce qui s'est passé, notamment en 2018, lors d'une journée à thème. Je suis désolé. Ensuite, là, c'est juste pour vous faire un petit retour, vue des services, comment se passe justement toute la thématique jardin partagé, puisqu'en fait, souvent, les initiatives citoyennes se manifestent et sont recensées auprès de la direction du lien citoyenneté dans les services de la ville, avec le retour et la connaissance des demandes citoyennes. Ensuite, on a une direction urbanisme qui nous accompagne, nous, direction environnement, pour voir la compatibilité du projet avec le PLU et si les espaces sont mutables réellement et si le projet est réversible ou non. Après, on peut avoir des demandes de déclaration préalable, puisque généralement, il nous est demandé d'avoir un lieu de stockage pour que justement le site vive pour stocker un minimum le matériel. Et puis après, vu que c'est du foncier ville qui a mis à disposition d'un collectif, on est obligé de conventionner pour cette mise à disposition de foncier. Et puis nous, direction environnement, on intervient plus en expertise technique pour analyser la faisabilité. Donc là, on est en cours de rédaction d'une sorte de vadémécom de toutes les questions à se poser avant de se lancer dans un jardin partagé, pour que les collectifs soient bien organisés et indirectement pérennisent toute l'émulation du début d'une démarche de jardin partagé. On travaille aussi sur la question d'intégration paysagère pour faciliter justement et pour améliorer la qualité de l'espace public, puisqu'on reste sur des espaces publics et autant qu'ils soient démonstratifs. Et puis on travaille aussi sur les questions d'agronomie avec des formes de recommandations de palettes végétales, puisqu'on voyait encore ce matin sur l'îlot à la Marronnière, on est sur des sols très très faibles en épaisseur, donc ça nécessite pas mal de cultures hors sol, ou avec de rapports de matière organique, et on touche toute la question d'attrame brune, mais aussi de la matière organique, de sol vivant, et finalement la question de la permaculture dont on parlait également tout à l'heure. Donc là on a une sorte d'organigramme pour l'instruction des demandes, puisque généralement ce qu'il faut savoir c'est que les demandes arrivent en enveloppe de quartier, donc qui sont situées plus en fin d'année civile, avec un délai d'instruction dans les services qui n'est pas instantané, puisqu'on touche les questions d'urbanisme, donc avec des pas de temps incompressibles. Entre deux, généralement, il y a presque une année de jardinage, et on a des possibilités d'intervention seulement en fin d'année N+1, sauf que l'année de jardinage commence au niveau de l'année N+2. Donc il faut arriver à trouver un système suffisamment réactif pour pouvoir mettre à disposition et pas que les initiatives citoyennes soient un peu freinées du fait du temps incompressé justement d'instruction. Donc on essaye de faire au mieux, mais avec des collectifs bien structurés, ça permet d'aller plus vite et on mesure bien la pertinence du projet et puis l'envie qu'il y a derrière pour pérenniser les équipements. Donc on a d'autres espaces nourriciers au sein de la ville, c'est pas une liste exhaustive bien évidemment. Dans le quartier de la Marronnière, au-delà des jardins partagés, on a quand même tout un verger. Vous avez sur la photo en haut à gauche
Donc des arbres en demi-tige qui sont conduits, qui sont vraiment au cœur des maisons, hein, qu'on voit juste derrière. Donc avec des centres interquartiers et interpavillons qui fonctionnent plutôt bien avec des poiriers, des framboisiers, des kiwis. Ensuite, sur le secteur de Parc Éco, donc plus à l'est de la ville, on a la plantation déjà un peu ancienne d'un verger dont la gestion va être déléguée à une association. Donc un verger avec des variétés anciennes de pommes. Dans le cadre de notre plan de biodiversité, comme on le disait tout à l'heure, on a prévu de la plantation de haies bocagères, avec certes des arbres de Auger classiques, qu'on va retrouver dans les essences bocagères qu'on trouve sur nos territoires, mais également en renforçant avec des fruitiers, avec des variétés anciennes. Donc c'est celle que vous avez ici sur l'image à gauche, donc des végétaux locaux. Et puis en travaillant avec d'autres essences bocagères locales pour éviter d'avoir des formes génétiques qui ne correspondent pas à celles du territoire. Donc là, on est vraiment sur un respect du patrimoine génétique local pour, encore une fois, travailler sur les thématiques de la biodiversité, de la préservation de toutes les espèces, notamment celles qui sont assurées du territoire. Et c'est plus en forme d'ouverture, mais on travaille sur aussi les espaces nourriciers, à la fois lors des consultations de maîtrise d'œuvre. Maintenant, on cherche à avoir des espaces publics avec des formes végétales bonnes et belles. L'objectif, c'est aussi de travailler sur des espaces nourriciers pour toute la biodiversité. Et donc on travaille également sur des espaces avec des fortes essences, avec beaucoup d'essences mellifères, pour que ce soit des relais pour la biodiversité, notamment dans le milieu urbain. Donc voilà globalement quelques exemples. On a aussi dernièrement, les 2 dernières années, l'été, on a mis en place des bacs sur l'espace public dans les quartiers en mutation, avec une trentaine de bacs avec des légumes qui ont attiré le regard, et puis mêlés généralement avec des expositions type vue en ville, où on avait les tomates au pied de belles productions artistiques. Donc ça permet aussi d'inviter certaines personnes qui sont plus sensibles à la culture, de voir ce qu'il y a dans les bacs, et inversement. Donc ça crée du lien aussi. Donc voilà.